Bienvenue à tous. Ce soir, notre invitée principale, c'est Christine Albanel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christine. Bonsoir Thierry Ardisson. Alors vous êtes ici ce soir parce que vous venez d'obtenir le Fillon d'or de la meilleure Christine du gouvernement face à Christine Lagarde et Christine Boutin. Bravo. Enfin quelqu'un qui le reconnaît. Alors, c'est pas facile d'exister en tant que Christine, il y en a beaucoup. Il paraît que Nicolas Sarkozy adore les Christine et qu'il voudrait donner le ministère de l'Éducation nationale à Christine Bravo. Est-ce que c'est une bonne idée? Je crois qu'il aime beaucoup les Christine. En mettre 3, en effet, c'est un signe, c'est un parti pris. Alors Christine, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre carrière, de votre job, ministre de la Culture et de la Communication, de toutes les cérémonies auxquelles vous devez assister. Il y en a beaucoup. Oui, un certain nombre. Ouais. Vous buvez combien de litres de champagne par jour en ce moment? Du Coca Light exclusivement. Coca Light, c'est mieux. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois que vous arrivez dans une cérémonie, vous avez peur de trouver Jack Lang assis à votre place? Non. Pas à ma place, en fait. Ouais. Mais en effet, je m'attends à être à côté de Jack Lang. Absolument, et nous bavardons chaque fois. Alors c'est du boulot, il y a beaucoup de légions d'honneur à remettre, à Christian Clavier, à Chimène Badi, Oui, mais Jean-Marc Sylvestre. toutes sortes aussi. À Georges Clooney aussi. Et ça, Mais les oui, stars d'Hollywood, dès qu'ils viennent en France, on leur donne les légions d'honneur. pour l'instant, que Georges Clooney. En P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Stéphane Bern, dont l'émission Le Fou du Roi sur Inter connaît une progression spectaculaire. Ça marche beaucoup mieux qu'en télé. Peut-être parce qu'on ne voit pas ses cheveux. Je pense que c'est un atout, pourtant. Ouais. Toujours en P2 nous rejoindra Laurent Neumann, directeur de la rédaction de Marianne, qui est un excellent magazine, qui marche très très bien. Ils vont faire un journal plus épais, ils vont grossir le nombre de pages et l'appeler Marianne James. Ça se fait. Bon, c'est une vanne pourrie. Bon, enfin bon. Et en P3, après le zapping et Guillon et avant le champion de l'actu, notre invité de 20h cette semaine sera Philippe Barterotte pour son livre La tentation du Nil, derrière les caméras de la télé-réalité. C'est un livre où il raconte les dessous de la télé-réalité. On s'aperçoit qu'elle n'a pas de culotte. Et qu'elle n'est pas très réelle. L'émission s'appelle Salut les Terriens et l'orchestre Les Gréments de Fortune. Christine, dans le gouvernement Fillon, les femmes ont un rôle très précis. Il y a la noire, il y a l'arabe, il y a la fille de banlieue, il y a la cato coincée, qui va venir bientôt d'ailleurs. Il y a la grosse rigolote, il y a la bourge bilingue. Vous voyez qui je veux dire. Vous, c'est quoi, vous croyez? Une littéraire, peut-être. Un peu l'intello du gouvernement, c'est ça? Ah, littéraire, en tout cas. Alors, vous êtes né en 1955 à Toulouse. Oui. Votre père était médecin. Et il trouvait normal, dites-vous, de se lever la nuit pour aller voir un malade. Oui, c'était un médecin à l'ancienne qui allait voir ses malades, effectivement, même le dimanche soir. Alors, jeunesse bourgeoise et provinciale. Votre première école, c'était Saint-Thomas d'Aquin à Toulouse. Oui, les Dominicaines Les à Dominicaines, Toulouse. oui, vous avez été élevé un peu à la dure, quand même. Oui, oui, enfin, traditionnellement. Oui, traditionnellement. Alors, votre première rencontre avec la politique, c'est un jeune oncle gauchiste en 68. C'est mai 68, à l'époque. Moi, j'avais 13 ans. Et voilà, j'étais une lectrice de Balzac. Et alors, ce qui fait que je prenais les choses avec une certaine distance, comme ça, ironique, alors qu'il était engagé dans les mouvements de l'époque, bien sûr. Son côté utopique, vous trouviez ça ridicule? Bah justement, c'est ça, c'est lecture de Balzac. Alors on se dit, Rastignac, Rubempré, etc. Plus que la Révolution demain matin. Voilà, après vous quittez Toulouse donc pour Paris, vous faites une agrègue de lettres à la Sorbonne, vous vous retrouvez, alors la prof de français, au lycée technique Saint-Lambert, classe BEP bâtiment. Alors là, c'est dur. Hein. Bah justement, j'avais choisi Balzac pour faire comme cours, et les élèves se pensaient que j'étais tombée sur l'eau de la tête. Et je me souviens, un des premiers cours qui a eu lieu, ils avaient commencé pour plaisanter, se déshabiller pendant le cours. Et donc, j'étais dans une grande inquiétude, j'avais 22, 23 ans. Vous avez 23 ans et les mecs avaient 18 ans, ils étaient au lycée technique. Donc. Voilà, c'était un peu compliqué. Puis je leur avais dit, on fait Balzac parce que je pense que vous êtes là, que vous avez envie de comprendre les codes sociaux. Et Balzac va vous donner beaucoup de clés. Bien sûr. Et Le Cousin Pons, par exemple, c'est une histoire extraordinaire d'humiliation. Et si vous avez envie de comprendre comment ça marche, essayons de ne pas perdre notre temps ensemble. C'est bien. Et ça avait marché, et il m'avait offert un ficus. Heureusement, votre cousin Mérimée, qui était chef du protocole à l'Élysée, vous trouve un job
d'attaché de presse et de nègre auprès de l'épouse du président de la République de l'époque, Anémone Giscard d'Estaing. Mais oui, tout à fait. J'avais 23 ans et j'étais donc le matin dans ce lycée de la Seine-Saint-Denis, à Villepinte, et l'après-midi à l'Élysée. Et je me changeais sur le périphérique et je mettais un tailleur, jupe, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas aller à l'Élysée en pantalon. Et là, c'est le drame. En 1981, Giscard s'en va. Vous racontez les broyeuses qui détruisent les documents, les sacs d'archives qu'on balance par la fenêtre. Et vous apprenez, si vous ne le saviez pas déjà, que la roche tarpéienne est proche du Capitole. C'est sûr. Hein? Mais justement, c'est très bien. Quand ça arrive à 25 ans, j'accompagnais l'épouse du chef de l'État. Je rencontrais les ambassadeurs, des préfets. Je pouvais joindre les gens au téléphone très facilement. Et puis, tout à coup, voilà, j'ai remis mon réveil à 5h30 pour repartir dans un lycée qui était Luzarches. Alors heureusement, coup de bol, hein, vous avez du pot dans votre carrière, vous êtes recruté à un moment pour écrire les discours de Chirac, alors maire de Paris, en remplacement d'Alain Juppé, et là vous allez écrire tous les discours de Chirac pendant 20 ans, quoi. Oui, enfin quand même pas, parce que sinon je serais morte. Mais j'en ai écrit quelques-uns. Quand Chirac dit « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre », c'est pas de vous, ça? Non, ça c'est une inspiration personnelle. Ah d'accord. Une inspiration, oui, tout à fait. Alors, votre gros tube, évidemment, c'est le discours du Veldiv en 1995, au sujet de la rafle, donc de 1942, dont tout le monde a salué la hauteur d'inspiration. Et puis aussi le discours nécrologique de Chirac pour Mitterrand, dont même les socialistes ont reconnu que c'était ce qui avait été dit de mieux à l'époque. Vous l'aimiez, Mitterrand? Je ne le connaissais pas. Ah bon? Donc vous avez écrit ça comme ça, en fait? Ben, avec tout ce que je pouvais en pressentir et en sentir. Oui. Alors, à la même époque, vous publiez 3 pièces et un roman, et puis plus rien. Et oui, plus rien. Est-ce que vos ambitions littéraires ont disparu sous les ors de la République, Christine? Bon, peut-être que j'avais plus rien à dire de particulier à ce moment-là, mais c'est surtout que j'ai changé complètement de rythme de vie. À l'Élysée, j'ai eu beaucoup plus de travail, j'étais beaucoup moins maîtresse de mon temps en réalité. Alors, en 2003, vous êtes nommée à Versailles. Oui. Alors là, votre fils Antoine vous surnomme Louisette XIV, c'est assez joli. Ça doit être bien de régner sur Versailles, non? Je sais pas. Versailles, c'était passionnant. D'abord, c'est un village, il faut savoir qu'il y a 500 personnes qui habitent dans le parc. C'est-à-dire que vous avez 220 logements. Donc, il y a un côté, pas maire d'un petit commune, mais enfin, un peu quand même. Alors, ce qui n'est pas drôle, c'est nettoyer la galerie des glaces. Bon, ça, évidemment. Vous n'avez pas dû vous marrer avec votre chiffon, mais enfin, bon. Et alors, en 2007, vous soutenez Nicolas Sarkozy, que vous connaissez depuis les années 90. Oui, c'est ça. Voilà. 80. Et vous devenez ministre de la Culture et de la Communication. C'est un grand honneur, bien vraiment. Sûr. Alors, vous dites, ceux qui me croient naïve se trompent lourdement. Et c'est vrai. C'est vrai que, par exemple, Georges-Marc Benamou, qui vous a un peu cherché d'époux quand vous avez été nommé, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Bah, je sais pas. Je suis pas très naïve, en effet. Mais je ne suis pas dupe des choses, disons. Mais il y a des tas de choses que je ne ferai jamais. Je ne voudrais pas faire quoi que ce soit dont j'ai à rougir, dont après coup, je puisse me dire je suis gênée de l'avoir dit ou je suis gênée de l'avoir fait. C'est tout. Mais, Ce qui est terrible avec Sarkozy, c'est qu'il est indécrottable, parce que d'abord, il vous a mis Benamou dans les pattes, maintenant, il vous met Marine Karmitz. Alors, c'est un conseil pour la création artistique. Enfin, est-ce qu'on a besoin de ça en France? C'est pas bête non plus de faire appel à des gens qui ont des parcours, qui ont fait des choses, puis on voit ce que ça donne. Ça peut être un laboratoire d'idées intéressant. Ça ne sera pas un ministre bis, Karmitz? Pas du tout, je ne crois pas que c'est pas du tout son... Rassurez-nous. C'est pas du tout son truc. Alors, c'est Nicolas Sarkozy qui va présider le Conseil pour la création artistique. Alors, quand on voit le casting du concert de la Concorde avec Mireille Mathieu, Enrico Macias, Faudel, Christian Clavier et Arthur, on se demande comment il va présider ce conseil artistique. Écoutez, je vous fais remarquer que d'abord, il est marié avec Carla Bruni actuellement. Oui. Et que... Vous voulez dire qu'à l'époque de la Concorde, s'il y avait eu Carla, il n'y aurait pas eu... C'est possible. Non, mais c'est vrai que Sarko, il préfère quand même Euro Disney à la Comédie Française, non? Bah, actuellement, ce qu'il aime beaucoup, vous savez, c'est les grandes comédies américaines. C'est Hawks et Lou Beach, par exemple. L'autre jour, en allant à Nîmes, nous avons parlé de ça. Ah bon, très bien. Voilà. Alors justement, à Nîmes, il a quand même été assez fraîchement accueilli, non? Non, ça s'est très bien passé. Ah bon? Le préfet ne sera pas viré, alors? Le préfet est parfaitement en place. À celui de la Manche qui a été viré. Alors, dites-moi, vous, en revanche, vous avez été chahuté pour les vœux du ministère, là, que vous étiez à l'Opéra Garnier. Qu'est-ce qui s'est passé, Christine? En plus, j'étais perchée au milieu de l'escalier de Garnier. Saint-Sébastien. C'était une sorte de Saint-Sébastien, comme ça, en croix. Oui.
Mais enfin, je suis allée jusqu'au bout de mon discours quand même. Tout à fait, vous n'êtes pas démonté comme d'habitude. Alors en vrai, il est sympa ce boulot. Il est complètement passionnant ce boulot. Tous les matins, vous partez avec combien 3-4 costumes de chez vous quand même, non? Pour les différentes situations de la journée. Quelquefois, j'ai une housse, si vous voulez. Et puis j'essaye de faire comme ça, un haut groupé, puis un bas diversifié, vous voyez, pour y avoir beaucoup de... Alors la gauche a inventé la fête de la musique, la nuit blanche, la gay pride et tout. La droite n'a inventé que la fête des jardins. Est-ce que vous avez une idée pour laisser une trace comme ça? Mais vous savez, je ne crois pas qu'actuellement on attend de moi que je fasse, je sais pas quoi, la fête des tapas. La fête de Sarkozy, tout le monde dans les rues avec des Ray-Ban et des talonnettes. Non, non. Moi je crois que si on laisse... Vous savez, si on lance le Grand Paris, une grande réforme de visuel comme celle de maintenant, une vraie défense du droit d'auteur qui est reprise ensuite dans toute l'Europe, moi je trouve que c'est pas... Ce sont des choses de fond, si vous voulez. Mais les gens ont besoin de fêtes aussi quand même. Mais oui, mais attendez, mais il y en a combien de fêtes déjà? Il y en a énormément. On n'en manque pas. Alors... Si on fait un bilan, finalement, c'est que vous êtes toujours là, quoi. Vous avez commencé avec Anémone, vous avez survécu à Giscard, vous étiez avec Chirac, vous avez survécu à Chirac, vous êtes avec Sarko. Vous êtes très bonne, finalement, mine de rien. Ah, écoutez, 20 ans avec Jacques Chirac, quand même. Donc, on ne peut pas dire que ce soit c'est pas une frénésie de changement. Vous regrettez d'avoir arrêté d'écrire à un moment? Si je peux renouer, effectivement, à l'écriture, oui, je crois que ça en serait heureuse. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir un peu vendu votre âme au diable et oublié, finalement, ce qui était important quand vous aviez 18 ans, Christine? Peut-être un peu. Je pensais que... D'ailleurs, à l'époque, je pensais que j'allais être dramaturge. Bah oui. Voilà. Mais Barrio-Chino, c'était pas mal. Enfin, vous avez fait des pièces qui étaient bien. Oui, ça, c'était Bernadette Lafont qui l'avait joué, donc c'est un grand souvenir. Oui. Mais il y a une part de moi qui était vraiment du côté littérature, et puis il y a une part de moi qui était très passionnée politique. Bon, c'est vrai que c'est l'autre côté qui l'a emporté. Si vous êtes heureuse, c'est l'essentiel. Comme vous le savez, en P2, nous recevons de nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Ce soir, Stéphane Bern et Laurent Neumann. Bonsoir à tous les deux. Vous connaissez Madame la Ministre? On s'est beaucoup fréquenté au château de Versailles où Christine Albanel dirigeait l'établissement public. Château de Versailles, vous étiez guide quand vous étiez très jeune. J'étais hôte d'accueil, enfin Monsieur Pipi. Oui, en fait, c'est ça, vous indiquez les toilettes, quoi. Oui, mais dans 3 langues. Et vous, Laurent, vous connaissez Madame la Ministre? Alors non, mais on a échangé des tas d'arguments ces derniers mois sur la loi audiovisuelle. On peut en parler à distance. Ah oui, ça a été il a été terrible, Neumann. Alors Stéphane Bern, vous êtes ici ce soir pour nous révéler un secret, pour nous livrer une confession intime, encouragée par l'acte de Roger Carucci la semaine dernière. Vous avez envie d'en parler et je vous remercie d'avoir choisi Salut les Terriens. Stéphane, vous êtes hétérosexuel. C'est un secret pour personne, évidemment, mais mes choix sont connus du grand public. Ça fait du bien de le dire, non? Écoutez, ça fait du bien à vous de le dire, peut-être. Oui. En tous les cas, Le Fou du Roi, c'est un carton. 1,7 million d'auditeurs tous les jours, plus 200 000 en un an. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes mis à dire des gros mots ou... Non, pas du tout. Non, au contraire, je reste moi-même. Non, c'est vrai que, d'abord, ça marche bien depuis 9 ans, mais c'est vrai que pour une vieille émission, le fait qu'on gagne encore 200 000 auditeurs et qu'il y a des pics à 2 millions d'auditeurs et qu'on soit leader sur la tranche midi, midi 30, il y a chaque fois des humoristes qui sont poil à gratter dans une période... Ils sont excellents. Non, mais ils sont parfois durs, parfois même, moi, je relis aucun papier, donc je découvre en direct ce qu'ils ont à dire. Je ne suis pas forcément d'accord, mais je vois par exemple Didier Porte est un garçon qui a énormément de talent, qui fait des billets tous les jours. Parfois, je le soupçonne d'être très affilié à Besancenot. Mais je me battrai pour qu'il soit libre de s'exprimer tous les jours à midi 10. Je ne partage pas vos idées, mais je suis prêt à mourir pour puissiez les exprimer. Exactement. Absolument. Alors, cet été sur France 2, Secret d'Histoire. Les rois, les reines, Stéphane. Ça nous fait combien de Noël sans Lady Di? Ça nous fait... Elle nous a quittés tous les deux en 97. Ça va faire 12 ans. Mais alors pourquoi seulement l'été? Pourquoi Monsieur de Carolis ne vous donne pas quelques programmes en hiver? Alors, je ne veux pas croire que c'est en raison des propos un peu agacés que j'ai dû tenir cet été. Je ne les crois pas rancuniers, parce que je les vois évidemment. Mais c'est vrai que j'ai souvent, vous savez Thierry, j'ai souvent eu des jobs d'été, moi, depuis le château de Versailles. J'ai fait saga pendant des années. C'est vrai. On va voir si vous êtes prêt, mon cher Stéphane. On va faire une interview Secret d'Histoire. Stéphane, l'ancien régime était-il efficace pour maigrir? Non, en tout cas, c'est ce qu'on appelait un régime dissocié. Il y avait la noblesse, le clergé et le tiers d'État. Alors, le vase de Soissons pouvait-il être made in China?
En tout cas, il n'appartenait pas à Jean-Pierre. Oui. Ah oui. Van. Van. fait moins de 20 ans, ne savent pas connaître qui était Jean-Pierre Soisson. Le château de Chambourcy est-il toujours plein de crème, Stéphane? Non, c'est plutôt celui de Chantilly. Ah oui, bien. La guerre du feu, le film, est-il inspiré d'une histoire vraie? En tout cas, les dialoguistes se sont laissés aller, pour le coup. Régine est-elle vraiment apparue à la Renaissance? Mais il y a eu une forte éclipse à la Révolution. Alors, est-il facile de faire un créneau dans un château fort? Autant que de pendre une crémaillère. Ah oui. Ah, bien. Y a-t-il des châteaux faibles? Y a-t-il des châteaux? Oui, sans doute, celui de la Starac. Ah 40 ans pour un mec, c'est ça le Moyen-Âge? Ça, c'est pas le Moyen-Âge, c'est la Renaissance. Ah Est-ce que vous connaissez un secret d'histoire drôle? C'est l'histoire de Toto. Alors, Laurent Neumann, directeur de la rédaction de Marianne, vous avez sorti l'affaire Kouchner une semaine avant tout le monde. Alors, bon, est-ce qu'il y a quelque chose de réellement délictueux dans la conduite de Bernard Kouchner, ou est-ce que, comme il le dit, il ne s'agit que d'insinuations perfides? Ni l'un, ni l'autre. D'accord. Ni dans le livre, ni dans les extraits, donc par définition qu'on a publié dans Marianne samedi dernier, il n'est fait mention de faits délictueux ou qui pourraient relever de la justice. On n'est pas sur le terrain de la justice, on est sur le terrain de la morale publique. On apprend que ce type, qui a fait profession de vertu, tout à coup, il fraye avec des dictateurs africains, qu'il touche de l'argent. Et d'ailleurs, au fond, l'argent, on s'en fiche. Qu'il ait touché 10 centimes ou qu'il ait touché 1 million d'euros, ça n'a aucune importance. C'est l'addition des deux qui ne colle pas. Ouais. Il a été effectivement consultant, il s'en est expliqué. Ouais. Moi, je trouve qu'actuellement, il y a quand même des livres qui sortent et puis des procès ensuite extrêmement forts, même si effectivement on ne propose pas des choses délictueuses. Mais enfin, quand même, on voit bien que c'est une image qui est complètement attaquée avec beaucoup de cruauté. Je trouve que l'époque est quand même assez difficile. Il n'y a qu'une seule question qui vaille. Est-ce que les faits racontés, rapportés dans ce livre sont vrais ou pas? Et pour le moment, depuis 2-3 jours, je n'entends pas de réponse du ministre sur cette question-là. J'entends des accusations absolument terribles. On joue avec des choses avec lesquelles on ne devrait pas jouer. Pour le moment, ce que j'ai entendu, c'est que l'auteur de ce livre, pour le ministre, c'est quelqu'un qui sort des propos nauséabonds. J'ai entendu parler d'antisémitisme, j'ai entendu parler de presse des années 30. On n'a pas le droit d'utiliser ça. Ce genre d'argument fait le lit des vrais antisémites. Donc c'est simple, ou c'est vrai, ou c'est pas vrai. Et pour le moment, j'ai pas de réponse. Enfin, moi, ça me choque quand même que tout à coup, qu'il soit jeté comme ça en pâture, alors même qu'il mérite, encore une fois, beaucoup d'admiration, d'estime pour tout ce qu'il a pu accomplir dans sa vie. Il y a des choses quand même qu'il n'a pas contestées. Oui. Par exemple, le fait qu'arrivé au Quai d'Orsay, il est nommé l'un de ses associés ambassadeur de France à Monaco, Monsieur Danon, et que d'ailleurs cet ambassadeur ait été viré de son poste entre-temps, sans doute quand l'Élysée a appris ce qui risquait de sortir dans la presse ou dans un livre, il ne s'est pas quand même rien passé. Christine, est-ce que vous pensez que Kouchner va être obligé de quitter le gouvernement? Mais pas du tout, absolument pas. Je crois que tout le monde doit renouveler amitié, confiance, et le président de la République le premier. Alors, est-ce que Sarko le savait quand il a nommé Kouchner, à votre avis? Parce que s'il l'avait su, il ne l'aurait pas fait. Non, je crois qu'il ne le savait pas quand il a choisi Bernard Kouchner pour le Quai d'Orsay. En revanche, je crois qu'il sait un certain nombre de choses depuis plusieurs mois, donc bien avant que le livre de Pierre Péan sorte. Je crois que ça doit remonter à peu près au mois de mars. On a plus ou moins enterré l'affaire. C'est le moment à cause de la présidence européenne, j'imagine. Exactement. On ne peut pas sortir cette affaire-là sur la place publique, sortir a fortiori le ministre des Affaires étrangères du gouvernement, alors que 3 mois plus tard, on va prendre la présidence de l'Europe. C'est pas jouable. Quand vous nommez quelqu'un ministre, vous demandez quand même au RG... Je crois que le président de la République a passé une grosse soufflante à un certain nombre de ses collaborateurs, y compris, je crois, le secrétaire général de l'Élysée. Guéant. Absolument. Guéant s'est fait engueuler. Mais la question... Christine. Apparemment, en effet, Marianne, c'est tout. Mais non, mais c'est des journalistes, c'est Marianne. La question que le président a posée, c'est comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Alors, ce qui me gêne quand même, c'est
justement cette façon de... Parce qu'au fond, les gens qui écoutent ne savent pas, ils ont l'impression qu'il y a des choses qui sont terribles, gravissimes. On dit que c'est pas délictueux, mais on laisse entendre que c'est quand même gravissime. On sait tous ce qu'a été la vie de Bernard Kouchner, tous ces combats auxquels nous adhérons. Mais quand il vient un journal télévisé en disant « Au nom de ce que j'ai fait depuis 40 ans, on ne peut pas me reprocher de ce que j'ai fait depuis 5 ans », ça ne marche pas. Hein. Mais moi, je ne l'ai pas vu au journal télévisé. Devant un juge, c'est pas un argument. Hein. Alors, le problème, pour être tout à fait clair, c'est qu'après Julien Drey, SOS Racisme, et Bernard Kouchner, Médecins sans frontières, ça fait désordre, quoi. Il y a quand même une toute petite différence entre Julien Drey et Bernard Kouchner, c'est que visiblement, Bernard Kouchner bénéficie d'autres soutiens dans les médias et dans la classe politique que Julien Drey. Hein. Il se trouve que nous, on a sorti ces extraits samedi dernier. Ça a pris 3 jours pour que la presse embraye, en parle. La différence, Laurent, c'est que Kouchner, ça ne relève pas de la justice, alors que Drey, ça peut relever de la justice. Il y a un phénomène dont parle Christine Albanel qui est très juste dans ce pays, c'est quand même, on est malade de ça, c'est qu'on porte les gens au pinacle, et dès qu'il leur arrive un accroc dans leur vie, c'est vrai qu'on aime bien les voir tomber à terre. Vous savez, il y a un peu le triptyque lécher, lâcher, lyncher. Oui, et on est un peu dans les trois ailes, quelquefois. De toute façon, j'imagine que Marianne va suivre l'affaire, on vous fait confiance, et que si Kouchner est disculpé de tout ça, vous ferez la couverture avec lui en mettant « Bravo Bernard ». C'est la première chose. Ouais. Et la deuxième chose, il ne faut jamais lyncher qui que ce soit. Donc on peut dire, pour conclure, qu'on est toujours dans Médecins sans frontières et pas dans Médecins sans scrupules. Médecins sans frontières, oui. Bien. Alors, on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 1. 78% des Français sont satisfaits des nouveaux horaires de France Télévisions. Bon bah d'accord, merci Monsieur le Président. On peut pas toujours dire du mal de Sarko. Elle ne peut pas fonctionner, la télévision publique, selon des critères purement mercantiles. On croyait que sa réforme de l'audiovisuel était faite pour aider Martin Bouygues, parrain du Petit Louis et propriétaire de TF1. Résultat, c'est tout le contraire. Avec la crise, les recettes publicitaires de TF1 ont baissé de 12% en janvier, tandis que l'audiovisuel public peut compter sur 450 millions d'euros de recettes garanties sur l'année. Du coup, France Télévisions n'a plus besoin de courir après l'audience. Pour les 6 derniers mois de 2008, France 2 a perdu près de 3 points d'audience. Bah, vous minez pas les gars, c'est pas la peine de virer Courbet pour autant. On s'en fout que personne regarde. L'important c'est qu'avec la redevance, tout le monde paye. Ça doit être l'enfer de regarder la télé avec un petit nerveux comme Sarko. Dès que ça lui plaît pas, il zappe. Y a qu'à voir comme il a zappé le préfet et le directeur de la police de la Manche. Hein. Tout ça pour une pauvre petite manif. Pourtant, à Saint-Lô, les statistiques de la police sont 2 fois meilleures que la moyenne nationale. Heureusement, les députés ne lui ont pas laissé le droit de zapper à volonté le PDG de France Télévisions. Avant de le virer, Sarko devra obtenir l'accord du CSA et du Parlement. Allez, t'énerve pas Nicolas. Ça veut dire que même si t'es battu en 2012, le président de France Télé continuera de te cirer les pompes jusqu'en 2015. Dites, entre nous, vous trouvez pas que Sarkozy ressemble un peu à Alain Delon? Non, je dis pas au niveau du physique, hein, mais en revanche, il aurait été parfait pour chanter en duo avec Dalida. Il pourrait chanter pour les salariés de Gandrange, en Moselle. Mon objectif, c'est de garder des usines ouvertes en France. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Il pourrait aussi chanter pour la redevance qui va augmenter de 4 €. Je me suis engagé toujours à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de la redevance. Nous allons faire de la croissance. Travailler plus pour gagner plus. Je me battrai pour le pouvoir d'achat. Je ferai de la défense des droits de l'homme les priorités de l'action diplomatique de la France dans le monde. Oh là là, quel artiste! Pas étonnant qu'il ait épousé une chanteuse. Voilà, c'était les infos de Blacko 1, mise en image de Julien Gras. Alors, Christine, la loi sur l'audiovisuel public. Donc elle est votée. Vous avez eu les félicitations de Nicolas Sarkozy. Vous êtes en hausse dans le point. Enfin, c'est que du bonheur. Que du bonheur. En tout cas, vous êtes solide parce qu'il y a eu Benamou qui a voulu s'en mêler. Il y a eu Copé qui s'en est mêlé. Il y a Frédéric Lefebvre
qui s'en est mêlé, vous avez tous zappé, et à la sortie, c'est vous. Je n'ai pas zappé du tout, c'est moi qui porte la loi, mais Jean-François Copé l'a beaucoup soutenu. C'est bien, c'est une vraie politique. Voilà. Pour vous, en revanche, Laurent Neumann, c'est toujours un coup d'État médiatique, cette histoire. Vous dites qu'on est la risée de toute l'Europe. J'étais la semaine dernière à Londres où j'ai vu des gens qui travaillent dans l'audiovisuel public. Ils n'en reviennent pas. Soyons clairs, l'idée de supprimer la publicité sur les chaînes publiques, je l'avais déjà dit, mais je ne change pas d'avis, c'est une bonne idée. Mais à côté de ça, l'idée d'autoriser le chef de l'État à nommer les présidents de France Télévisions et de Radio France, je le redis, je pèse mes mots, c'est une régression démocratique. Les Anglais que j'ai vus là, ils n'en reviennent pas. Ça n'existe nulle part. Alors, si, en Russie. Oui, alors en Russie, chez Bongo peut-être. Alors j'entends que le système d'avant n'était peut-être pas satisfaisant. Et c'est sans doute vrai. Mais c'est certainement pas une raison pour légaliser en pire un système qui n'était pas bien. Non mais attendez, Christine, Christine, je sais que vous êtes sortie de tout ça, parce que maintenant la loi est votée, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que quand on dit arrêtons l'hypocrisie, on sait très bien qu'à l'époque du CSA, c'est Bernadette Chirac qui a fait nommer Patrick de Carolis. Donc on le savait que ça se passait comme ça. Alors il fallait mieux réformer le système du CSA, plutôt que ce soit le président qui nomme le président. D'abord, je n'ai jamais dit arrêtons l'hypocrisie. D'abord, sur la publicité, je suis heureuse d'entendre que c'est quelque chose qui est assez cohérent. C'est une réforme que les gens se sont appropriés extrêmement vite. Sur la nomination, d'abord, tous les présidents restent en place jusqu'à la fin de leur mandat, bien entendu. Ensuite, on verra. Il est clair que s'il y a une personnalité qui est pressentie, il va être absolument scruté. Il va y avoir l'avis conforme du CSA. Débat parlementaire, audition de la personnalité en question devant l'Assemblée et le Sénat. Il devra présenter un projet. Ce n'est qu'après que cette personnalité peut être nommée par le président. Si on est dans la connivence et pas dans la compétence, franchement, ça ne se passera pas. Et après, il y aura un contrat de confiance et qui s'exercera. Et s'imaginer qu'on va tout à coup retirer comme ça le mandat parce qu'en se brossant les dents, on entendra quelque chose, c'est une absurdité. Je pense même que Nicolas Sarkozy nommera quelqu'un de gauche. Pour qu'il ne soit pas dit que... Mais ça ne change rien au problème. C'est une affaire de symbole. Le CSA, l'autorité indépendante, on vient de lui retirer 2 prérogatives majeures, peut-être les 2 principales, celle de nommer le président de France Télévisions et de Radio France. Et le président du CSA a dit « c'est une excellente réforme ». C'est-à-dire c'est du jamais vu. Le type, on lui enlève ses pouvoirs et il dit « bravo ». Alors, il y a aussi un truc avec le CSA que j'ai trouvé énorme, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que la biographe de M. Fillon, mademoiselle Kelly, a été nommée au CSA. Donc ça veut dire que si on va être nommé au CSA, il faut faire un livre... Au titre de biographe. Non, elle n'a pas été nommée là au titre de biographe. Elle a été nommée au titre de journaliste par le président du Sénat. Oui, mais enfin... Dont elle n'est pas la biographe, que je sache. D'accord, mais enfin, elle est quand même la biographe du Premier ministre. Est-ce que ça peut aider? Elle est superbe, elle est bonne journaliste. C'est une bonne journaliste, et ça te suscite qu'elle a été nommée. Mon pauvre Stéphane, mais je te trouve alors. Non mais vraiment, mais qu'est-ce que tu espères? Qu'il te donne des émissions toute l'année? Non Stéphane, tu es un homme de lutter. Tu resteras un homme de lutter. Peut-être, peu importe après tout, on s'en fiche. Bien, alors le bilan de tout ça, donc ça fait quand même un mois maintenant qu'on est dans la télé, service public, sans pub et tout. Alors le bilan, il y a Sabatier qui est revenu. Dans le genre créatif, c'est pas non plus énorme, il faut être honnête. Mais fédérateur. Alors, Courbet va présenter un jeu à 19h. Est-ce que vous croyez que c'est la mission du service public de faire comme TF1 ? Parce que TF1, il y a un jeu à 18h et un jeu à 19h. Est-ce que c'est l'exemple même de ce que vous attendez, vous, du service public de qualité ? Écoutez, il faut voir d'abord ce que sera ce jeu. Question pour un champion, c'est typiquement service public. D'accord. Voilà. Quand il y avait Laurent Ruquier qui présentait On a tout essayé, de temps en temps il y avait un écrivain, de temps en temps il y avait un cinéaste, de temps en temps il y avait un dramaturge. Mais avec Courbet, ça va pas être pareil, vous vous en doutez bien quand même, c'est pas la peine de... Écoutez, il y a un job qui s'appelle programmateur et c'est pas moi qui l'assume. D'accord. Voilà, ça prouve bien que l'État n'interviendra pas dans les choix éditoriaux du service public. Certainement pas. Ouais. Jean-Luc Delarue, autre animateur du service public, lundi soir au Globe de Cristal, vous avez vu, qui propose de porter les globes de Yamina Benguigui. Vous avez vu qu'il s'en est excusé. Est-ce que vous êtes pour un contrôle antidopage pour les animateurs du service public? Thierry, c'est pas possible. Quoi? Vous prenez toute votre carrière. La moitié des émissions, vous n'auriez pas pu les présenter. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 2. Voilà. Donnez-nous 1000 projets
et des milliards à l'appel. Sarkozy avait promis 26 milliards, mais de nos jours, les milliards, ça ne veut plus rien dire. Du coup, il restait le chiffre 26. Et 26, franchement, c'est pas énorme. Tandis que 1000, tout de suite, ça claque. 1000, c'est beaucoup plus que 26. Eh ouais, la com, c'est un métier. Selon Devedjian, les 1000 projets vont créer 120 000 emplois et nous faire gagner 1 point de croissance. Mais bon, ça c'est pour plus tard. En attendant, le mois dernier, il y a eu 45 000 chômeurs en plus. Allez les chômeurs, on remercie tous en cœur. Bravo au gouvernement d'agir si efficacement. Pour se faire élire, Obama avait déjà tout pompé sur Ségolène. Et maintenant qu'il est élu, voilà qu'il se met à copier sur Sarkozy. Les sociétés qui ont reçu une aide exceptionnelle de l'État américain ne pourront pas verser plus de 500 000 $ par an à leurs dirigeants. Le coût de limiter le revenu des banquiers qui profitent de l'argent public, c'est quand même notre président qui avait lancé le principe en dénonçant les bonus. Il me semble que suspendre en 2009 les parts variables des principaux cadres dirigeants sur le résultat 2008 est bien le minimum que nous attendons d'elle. Ah là 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 là, qu'est-ce qui ferait sans nous le chef du monde? D'ailleurs, dès qu'il s'écarte du modèle français, tout de suite ça marche moins bien. Par exemple, dès qu'il a su que son secrétaire d'État à la santé était suspecté d'avoir détourné de l'argent, il l'a viré en reconnaissant qu'il avait merdé. Je pense que cela a été une erreur, j'ai foiré. Non mais quelle erreur de débutant! Voilà encore une histoire où Obama aurait mieux fait de s'inspirer des méthodes françaises. Voilà, c'était les infos de Blacko, de mise en image de Julien Grab. Voilà. Alors Obama qui avoue avoir foiré. Il fait ce que le peuple américain attend de lui. Ils ne veulent plus d'un président américain éloigné, ils veulent proche. Il a fait une erreur, il le dit. Ce qui est intéressant dans ce sujet qu'on vient de voir, c'est l'histoire du plafonnement de l'argent des patrons. Oui. Nicolas Sarkozy devrait le faire. Ouais. La différence entre ce que Nicolas Sarkozy dit et ce que Obama dit, c'est que l'un le fait et l'autre ne le fait pas. Ouais. Les banques qui vivent sous perfusion de l'argent public, et sans doute fallait-il le faire, mais il faut bien qu'il y ait une contrepartie. 500 000 $, ça fait 380 000 € par an, c'est déjà un salaire conséquent. Là, on ne parle pas des bonus ou des dividendes, des salaires. Le jour où on limitera les salaires des patrons, a fortiori quand les entreprises sont aidées par l'argent de l'État, ce sera le début de la fin du capitalisme financier. Ouais. Ah ouais. Mais Sarkozy a fait, il a convoqué tous les banquiers, il leur a dit, bon, évidemment, vous renoncez à tout bonus, etc. Dans l'histoire du plafonnement des salaires, ce sera une loi. Dans l'histoire de Sarkozy et des bonus, c'est un souhait qu'il formule en se disant « s'il vous plaît, faites-le parce que ce serait injuste ». C'est le fameux code de bonne conduite du MEDEF. Il n'y a pas de coercition, il n'y a pas d'obligation. Oui, attendons de voir quand même, parce que cette loi, c'est vraiment... Enfin, alors là, pour le coup, elle interférerait complètement avec le principe quand même des entreprises privées, etc. Alors, le préfet de la Manche a été viré par Sarko, parce que Sarko avait été accueilli par des sifflets. Vous me direz en même temps, être viré de la Manche, il devrait être content, le mec, parce que quand on... Oui, c'est vache, c'est sympa, Saint-Lô. En même temps... Saint-Lô En même temps, mais Michel Dumarie est considéré qu'il y avait une faute. Attendez, ça va se terminer comme en Afrique. On va acheter des figurants pour aller dire à Sarkozy, vive le président. Non, mais... Je ne peux pas croire qu'il ait demandé. Bah, tu penses. Arrête. Cette semaine, on a fait une enquête sur la manière dont les services de l'Élysée nettoient le passage de Nicolas Sarkozy dans ses promenades en province, où qu'il aille. C'est inouï. Et ce qui est intéressant, c'est comment on nettoie pour que les images ne montrent pas des gens en colère. Donc quand la réalité déplaît, il y a une solution, c'est de la cacher, c'est de la zapper, c'est de la nier. Voilà. C'est les villages Potemkin. Voilà. Ouais. Alors Laurent Neumann, merci d'avoir été avec nous. Comme vous le savez, nous accueillons désormais un invité à 20h, d'où le nom. L'invité de 20h, ce soir, c'est Philippe Barterotte. Bonsoir. Toujours en compagnie de Christine Ablanel et de Stéphane Bern. Alors, vous avez travaillé sur toutes les grandes émissions de télé-réalité de ces dernières années. Vous dites, la télé-réalité, c'est truqué. Vous savez que vous brisez le rêve de millions de gens qui pensaient que c'était vrai. Alors peut-être que le Père Noël n'existe pas. C'est très triste. Alors nous en parlerons à 20h. Après le zapping et Guillon, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. À vous Stéphane Guillon pour la semaine de Stéphane Guillon.
Et on commence avec une nouvelle un peu triste, l'échec du yaourt beauté. 2 ans après son lancement, il disparaît des rayons. Regardez ces consommatrices, elles en mangeaient jusqu'à 3 par jour. C'est vrai que ça marchait pas terrible. C'est comme ça. Politique, ça bouge au PS. Hollande monte sa start-up. Il y a quelques mois, DSK montait sa pin-up. Appel à la délation. Éric Besson va récompenser les clandestins qui dénoncent leurs passeurs. Besson a émigré du PS à l'UMP. Vous pouvez dénoncer son passeur, c'est Nicolas Sarkozy. À l'Élysée, Sarkozy installe une institution pour le développement de la création artistique. En vérité, c'est un ministère de la culture pour les nuls, avec des séances de rattrapage. Il y a 15 jours, le président découvrait les films de Stanley Kubrick. D'ailleurs, Madame Albanel, je vous ai apporté un film pour lui, c'est Hôtel du Nord, Marcel Carnet. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Et alors, il peut venir à la maison, j'en ai d'autres, qui fassent vraiment... Voilà. Carla Bruni va lutter contre l'illettrisme. Elle a été très sensibilisée par le cas de Bernard Laporte. C'est hard. Distinction. Nicolas Sarkozy a décoré la créatrice d'Harry Potter. Tout de suite derrière, il a décoré la sorcière d'Harry Potter, Sonia Rykiel. Sonia Rykiel. Bon, vas-y. Ouais, j'y vais. Nicolas Sarkozy a clôturé cette soirée par un tour de magie. Abracadabra, abracadabra. Regardez tous les milliards que j'ai promis pour sauver l'usine de Gandrange. Abracadabra, hop. Plus rien, il n'y a plus rien. Vous marrez pas, vous. C'est le tour que je préfère. Faire disparaître les promesses que j'ai faites aux autres. Je suis très fort. Allez hop. International, le dictateur Omar Bongo escroqué par un marabout. Le mystérieux Monsieur K. Le type lui a fait croire que sa seule passion, c'était l'humanitaire et que le fric, il s'en foutait totalement. Il s'est fait baiser, Omar. D'ailleurs, c'est l'histoire drôle du moment. Regardez Monsieur K qui la raconte au sommet de Davos. Sacré Bernard. Mondanité, très belle soirée contre le sida au pavillon d'Ermenonville. Tout le gratin de la mode et du showbiz était présent. On a sorti ses plus belles robes, on a super bien bouffé. C'était génial, pourvu qu'il n'y ait pas un connard de chercheur qui trouve un vaccin, qu'on puisse encore faire la fête l'année prochaine. Après la soirée des globes de cristal, Jean-Luc Delarue s'excuse d'avoir dit à Yamina Benguigui « Voulez-vous que je vous tienne votre globe ou vos globes ?» On ne peut plus rigoler. Si demain on remet à Mimi Mati un César, on ne pourra pas lui dire « Tenez, il a été compressé comme vous ». Cinéma, Brad Pitt interprète un personnage qui rajeunit tout au long de sa vie. Une performance extraordinaire, titre le JDD. Excusez-moi, Isabelle Adjani, elle rajeunit tous les jours et on n'en fait pas tout un foin. Manu Dibango poursuit Michael Jackson. Il n'a aucune chance, il est beaucoup trop vieux. Au-delà de 8 ans, tu ne l'intéresses plus, Michael. Ribéry joue les princes charmants, titre Le Parisien. Le journal ajoute « Il s'est fait peur dans la tour de la terreur ». En vérité, c'est Ribéry qui a foutu la trouille aux autres. Et on termine avec la une du Point, la guerre des dames. Ségolène et Martine, deux styles totalement opposés. Regardez cette page du Figaro.
Le gourou de Ségolène, Dominique Besnéard, la commande pour nous. Bah, la photo du bas, c'est la sinistrose, hein, c'est Martine et la vieille garde du PS, ça sent la naphtaline. On dirait qu'ils sont dans un crématorium et qu'ils attendent qu'on leur rende les cendres. Et puis en haut, c'est Ségolène au Brésil, la samba, les maracas, elle est magnifique. Hein. Puis à mon avis, les deux petits Brésiliens derrière, elle les a croqués. Bah attends, 30 ans avec François Hollande, hein, deux beaux corps comme ça, bronzés au soleil de Copacabana, t'en profites. Hein. C'est pas une gourdasse, c'est go. Allez, à la semaine prochaine, salut. Ouais, Stéphane Guillon, que l'on retrouve la semaine prochaine et sur le site canalplus.fr. Voilà. Et maintenant, l'invité de 20h. Alors, Philippe Barterotre, bonsoir. Bonsoir. Publié aux éditions Jacob Duvernay, La tentation du Nil, derrière les caméras de la télé-réalité. Vous avez 32 ans, vous avez bossé effectivement sur toutes les émissions de télé-réalité de 2001 à 2008, L'île de la Tentation, la Starac, le Bachelor, le pensionnat de Sarlat, Pékin Express. Et puis après avoir quitté Pékin Express, vous avez tout balancé au canard. Évidemment, ça vous a rendu un petit peu indésirable à la télé. Alors, votre bouquin, c'est le témoignage d'un repenti où l'on voit qu'en fait, que la seule réalité de la télé-réalité, c'est qu'on se fout de la gueule des gens, quoi. C'est un bon résumé, oui. Le casting, par exemple. Vous racontez le casting. Alors, le casting de l'île de la Tentation, vous dites qu'il n'y a pas d'inscription spontanée, en fait. Les couples, vous étiez obligés de les chercher. Votre boulot, c'était de les trouver. Des gens plutôt du Sud. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a un nid de gens pour la télé-réalité. C'est un vivier, parce que les gens du Sud c'est une idée commune un peu plus extravertie que les gens du Nord, que les ch'tis, par exemple. Ouais. Donc, vous preniez des gens du Sud plutôt naïfs. Il fallait qu'ils soient un peu naïfs, quand même. Hein. L'idée, c'est de jamais leur dire exactement ce qu'on leur réserve, mais de leur promettre beaucoup de choses et de leur faire miroiter qu'ils auront beaucoup de choses à gagner. En fait, ils ont tout à perdre. Et ce livre, en fait, donc La tentation du Nil, j'ai trouvé que c'était intéressant de l'écrire aussi, puisque ça ne parle pas simplement de la télé-réalité, mais c'est un petit peu universel dans la mesure où ça parle aussi de notre société aujourd'hui, où tout le monde veut être célèbre et où il y en a qui en profitent et qui gagnent beaucoup d'argent sur le dos de ces gens qui veulent à tout prix être connus et qui en fait ne seront jamais connus, mais plutôt détruits. Bah oui. Alors, quand vous recrutez des gens comme ça, c'est terrible les questions qu'ils posent. C'est-à-dire que bon, ça va jusqu'aux pratiques sexuelles, quoi, la fréquence des rapports. Est-ce que, par exemple, vous êtes du genre à accoucher le premier soir? Enfin, ça va très loin. En fait, l'île de la Tentation repose sur ce qu'on appelle une mécanique, un format qui est vendu aux chaînes, qui peuvent l'exploiter dans tous les pays. Et la mécanique de l'île de la Tentation, elle a été mise au point par une société américaine qui est basée en Californie et qui s'appelle Rocket Science Laboratories. Ah ouais. Ça veut tout dire. C'est très inquiétant. Donc, en fait, les pratiques, c'est des pratiques mises au point par des psychologues sociaux. En fait. Oui, c'est comme la scientologie. Ils utilisent des leviers psychologiques. Mais à ce moment-là, vous leur promettez quoi? La gloire, la richesse? Non, on leur promet rien directement. On leur fait miroiter. Après, une fois qu'ils sont là, qu'ils vivent l'expérience, vous les fatiguez, hein, clairement. Il y a le harcèlement du questionnement, c'est-à-dire que vous les interviewez pendant des heures et des heures et des heures jusqu'à ce qu'ils vous disent ce que vous voulez. Déjà, ils sont conditionnés, ils sont conditionnés pour obéir. Ils ont signé un contrat, ils savent qu'ils participent à une émission. À partir du moment où ils entrent sur le tournage, ils doivent obéir, donc faire tout ce qu'on leur dit. Par exemple, dans l'avion, ils n'ont pas le droit de se parler. Donc on les infantilise, c'est la technique de la régression. Et ils nous obéissent comme ils obéiraient à un professeur d'école, à un gourou. Alors, il y a un autre coup aussi, c'est qu'à un moment, quand ils s'aperçoivent que les gens ne veulent pas répondre, le caméraman fait semblant de changer de batterie. Donc ils disent, bon là, ça ne tourne pas, tu peux me dire, là, parce que là, de toute façon, c'est coupé. Et en fait, ça continue à tourner, quoi. Voilà. Il y a pire que ça, il y a les insultes. C'est-à-dire qu'à un moment, quand les gens ne veulent pas répondre aux questions qu'ils leur posent, ils disent, mais t'es vraiment une conne, quand même. Et à ce moment-là, elle répond, quoi. Voilà. Comme on maîtrise l'image, on peut leur faire croire beaucoup de choses. On peut leur dire l'image que tu véhicules n'est pas celle que tu crois véhiculer. Par exemple, t'imagines qu'est-ce que les Français vont penser de toi? C'est ça. Et donc, on peut les faire devenir complètement paranoïaques. Qu'est-ce qui vous fait changer de camp et vous dire je suis en train de perdre mon âme, ou je ne sais pas, vous acceptez de faire une chose monstrueuse pendant 7 ans et tout d'un coup... Bah oui. Je pense que je suis ni plus ni moins quelqu'un qui suit dans mon époque. C'est-à-dire que
on a un certain jugement, on voudrait un peu une morale, mais à la fois on sait qu'elle n'existe plus. Et on est un petit peu perdu dans tout ça. Oui. Et la télé-réalité, finalement, c'est quoi? C'est un genre nouveau. Et on l'a un peu expérimenté, on en a fait l'expérience. Je parle de l'île du docteur Moreau dans le livre pour comparer un petit peu. Donc moi, j'étais dans une expérience, j'étais comme un infiltré, enfin dans une expérience. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les candidats sont bien imbibés d'alcool. Hein. Sur l'île de la Tentation, il y a des caisses de champagne qui arrivent. Donc, voilà. Et vous-même, les gens des équipes, c'est pétard et cocaïne quand même. Ça vous amusez bien. Oui, on s'amuse, c'est un jeu. C'est vrai qu'il y a un côté jeu entre adultes consentants. Alors, il y a un truc terrible qui va vous choquer énormément. C'est qu'entre deux émissions, notre ami Philippe part vivre au Brésil et vit des acédiques. Il est intermittent du spectacle. Vous connaissez les intermittents du spectacle? Absolument. Les intermittents, moi je les soutiens et tout le monde le sait, mais il y a des abus tout de même beaucoup. Mais l'abus ne vient pas des pauvres intermittents à qui on paye la plupart du temps pas leurs heures supplémentaires, il vient des producteurs qui s'enrichissent sur leur dos. Ce que dit notre ami Philippe globalement quand même à la sortie, c'est le monde n'a pas de morale, donc je n'ai pas de morale. En gros, c'est ça que exactement. Vous dites. Pardon, mais c'est ce que exactement disaient tous les nazis pendant... Pardon, mais c'est le discours que j'ai entendu après-guerre, c'était moi, j'étais pas pire qu'un autre. Mais j'allais avec mon époque. Non, c'est ce que disait Dostoïevski, et où il y a le principe du mal et du bien, et aussi possiblement de la rédemption. Et je pense que c'est l'histoire de mon livre, et pas du tout une histoire nazie. Bien, on termine cette émission avec le champion de l'actu. Attention, on se concentre. Quel membre du gouvernement a longuement hésité avant de souhaiter un joyeux anniversaire à Nicolas Sarkozy la semaine dernière? Rachida Dati, Ramayad, Roselyne Bachelot ou Bernard Kouchner? Vous êtes Ramayad. Ramayad qui a dit « Il y en a d'autres qui l'ont fait ». Elle a dit ça à Yann Barthès dans le Petit Journal, voilà. Pour quelle raison Jean-Pierre Elkabbach a-t-il été tancé par Alexandre Bompard, le patron d'Europe 1? Il a annulé la venue de Christine Albanel. Non, il a exigé la présidence d'Europe 1, il a demandé la mise à pied de Nicolas Canteloup, il a demandé à avoir un micro en or, où il a dit du mal d'Arnaud Lagardère. Les premières allégations est fausse. Alors vraiment. Ah bon? C'était annulé pourquoi? Je pense que Valérie Pécresse, qui avait des menaces de grève générale, avait une actualité plus brûlante, c'est tout. Voilà. Donc ça vous a pas choqué, vous? Oh non, écoutez, enfin, Bompard a arrangé le coup, vous avez été invité le lendemain chez Fogiel. Voilà, j'ai répondu chez Fogiel dans ma main. Voilà, c'est vraiment bien Europe 1. Hein. C'est bien d'avoir une radio comme ça quand même, non? Qui a dit « Celle que je ne supporte pas, c'est la ministre de la Culture. Elle va imposer ses goûts à tout le monde. » Michel Drucker, Stéphane Bern, Julien Courbet, Patrick Sébastien, Laurent Ruquier ou Patrick de Carolis? Patrick Sébastien. Bravo. C'est injuste. C'est très injuste. Je connais bien Christine Albanel depuis longtemps. On peut être d'accord, pas d'accord, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les gens. C'est vraiment faux. À propos de la suppression de la publicité sur France Télévisions, qui a dit « Sarkozy a été un visionnaire. Il donne une chance historique au service public de se renouveler. » Christine Albanel, Frédéric Lefebvre, Patrick Sébastien, Daniela Lombroso ou Patrick Sabatier? Je pense que c'est Daniela Lombroso. Daniela Lombroso. Moi aussi. Qui s'est plaint par ailleurs d'être sous-utilisé par France Télévisions. Vous avez vu ça? On a tous à un moment ou à un autre. Vous êtes deux, disons. Non, on est nombreux, c'est vrai. Mais en même temps, on sait que c'est l'art qui est notre place. Qui a dit « Le nez chez un mec, c'est comme le reste, ça ne doit pas être trop petit. » Gérard Depardieu, Victoria Abril, Marc-Olivier Fogiel ou Roselyne Bachelot? Victoria Abril. Bravo. C'est tout à fait elle. La France a été sacrée championne du monde de handball pour la 3e fois dimanche dernier. Mais au fait, pourquoi dit-on handball et pas handball? Parce que c'est un mot allemand. C'est pas anglais. C'est pas en anglais. Bravo! Oh là là! Tu as vraiment toute ta place sur le service public. Tu es un puits de culture, mon cher ami. Qui a déclaré « Philippe Solers n'est même plus dans la littérature, il est déjà entré dans la légende. » Lui-même. Hop, ça, Omar!
la fin de l'énoncé. C'est un homard inventé par Omar Sy, donc. Et voilà, donc le point va en face. Stéphane, qui est en tête? La ministre est en tête. Oh, mais ça ne rime à rien parce que tous les compteurs sont remis à zéro. La vie est injuste. Tout le monde le sait. Donc maintenant, on repart à zéro. C'est le banco. Donc là, si tu réponds, tu peux gagner, tu vois. Tu as encore une chance, toi aussi. Pour le Super Bowl dimanche dernier, une publicité a été interdite de diffusion. C'était une publicité pour des produits laitiers, des légumes, des sous-vêtements, des cigarettes ou Al-Qaïda. Al-Qaïda. Non. Des cigarettes. Non. Des légumes. Oui. Des légumes. Pourquoi? Des légumes. Des légumes. Et vous allez voir pourquoi. Voilà. Les études démontrent que les végétariens font mieux l'amour. Si on avait ce genre de pub pour la campagne 5 fruits, 5 légumes par jour, On mangerait. là, à mon avis, ça marcherait très On en bien. mangerait absolument, voilà. Le gagnant est... Bravo, Stéphane Bern. Un big up pour Stéphane. Bien, bah écoutez, merci à tous. C'était très agréable. C'était Salut les Terriens avec Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication. Merci. Stéphane Bern, le Fou du Roi, de 11h à 12h30 sur France Inter. Gros succès. L'homme le plus écouté de France à cette heure-là. Laurent Neumann qui nous a quittés, directeur de la rédaction de Marianne. Philippe Barterotte pour La Tentation du Nil. Moi, je vous conseille un film qui est sorti mercredi, un poème cinématographique consacré à Liverpool. Ça s'appelle Of Time and the City de Terence Davis, qui avait été présenté à Cannes l'année dernière. C'est un film dont on ne va pas parler beaucoup à la télévision, mais que je vous conseille d'aller voir. Voilà. Je vous laisse avec mes amis de Groland Magazine. À la semaine prochaine. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.